On va parler de tubes digestifs et de brûlures d'estomac. Le reflux gastrique est un mal qui empoisonne la vie de nombreux patients. Il commence par éviter certains aliments, puis rapidement, il passe aux médicaments. Il faut dire que c'est très facile de s'en faire prescrire, en particulier les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Les fabricants ont soumis les médecins à une publicité intense qui vante une molécule qu'on peut prendre au long cours sans risque. Mais il n'y a que dans les contes de fées qu'on trouve un médicament vraiment efficace sans aucun effet secondaire. Dans la vraie vie, on ne devrait donner un traitement qu'à ceux qui en ont vraiment besoin pour éviter de prendre des risques inutiles. Avec les IPP, on est très loin de ça, comme le montre l'enquête d'Alain Orange et Jochen Bechler. Un reflux gastro-œsophagien. Cela peut sembler banal quand on ne l'a jamais vécu. Mais c'est bien plus qu'une simple régurgitation passagère. Ce reflux vous pourrit la vie, jour et nuit. Faire un bon dodo et d'un coup d'un seul, on est à l'équerre, dans le lit, avec un reflux et un goût abominable. Heureusement, j'ai toujours ma petite boîte de Kleenex à côté de moi pour pouvoir... c'est comme un geyser, c'est comme un siphon. Voilà, ça sort. Ouf. Il faut pouvoir se tamponner en ravalant. C'est abominable et en plus, ça part parfois dans les voies aériennes supérieures puisqu'on est à moitié quand même endormi. Il faut vite courir à la salle de bain, se rincer la bouche, reboire une goutte d'eau et un peu reprendre ses esprits. Ça réveille vraiment toutes les nuits. Ça devient fatigant. Vous savez pourquoi ça a commencé ? Alors, les relâchements tissulaires, l'âge, plus autant de tonicité, et probablement que ça vient de là. Philippe Guyot, lui, vit avec des reflux depuis les années 60. À cette époque, la médecine n'avait pas grand-chose à lui offrir. C'est bon, hors d'eau cette fois. On est vraiment hors d'eau. Ouais. Après qu'il commence à tuiler. Et qu'est-ce qu'on vous avait proposé à l'époque ? Rien. Il n'y avait pas de traitement ? Non, on m'a dit, faut faire avec, on n'opère pas, et on m'a dit, voilà. Et j'ai bouffé pendant une partie de ma vie, pendant 20-30 ans, ou peut-être plus, des Rénis. Ciao, Miguel. Les Rénis sont des pastilles à sucer, vendues sans ordonnance en pharmacie ou droguerie. Elles neutralisent ponctuellement l'acidité dans l'estomac, mais les reflux douloureux continuent. Comme si vous allumez un chalumeau dans le bas du tube digestif. Ça remontait et ça brûlait ? Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il restait à faire ? Bouffer une Rénie. Ou supporter. Et puis il faudra voir le problème des stores dans les congos aussi. Hein. Ok, ok, tu regardes ça. Ça marche. Okay. Ça fait quand même très mal. Et vous ne réfléchissez plus. Vous ne vivez pas normalement. Et puis, je ne pouvais pas boire n'importe quoi. Je ne pouvais pas boire un verre de vin, par exemple. De fêter avec un verre de champagne, c'était une torture. Parfait. Il y a 3 ans, son médecin l'envoie consulter un autre gastro-entérologue. Il était temps. Les examens révèlent que les reflux acides ont causé de graves atteintes à son œsophage. Il était complètement pelé. C'était comme une tomate qui a des morceaux de peau qui sont loin, etc. C'était vraiment, on aurait dit une plaie ouverte. Le professeur m'a dit, véritablement, c'est le moment de venir parce que vous étiez pas très loin d'un grave ulcère. Est-ce qu'on peut faire la barrière verticale pour le privé ? Et il m'a dit, c'est de l'acidité, des gaz qui sortent et qui vous ont bouffé toutes vos dents. C'est-à-dire ? Eh bien, j'ai des dents qui sont quand même très cariées. Et il m'a dit, cet acide a favorisé la carie dentaire. Le suc gastrique, qui aide à décomposer nos aliments, est d'une acidité extrême. Les parois de l'estomac sont prévues pour lui résister. Mais en cas de reflux, ni l'œsophage, ni la cavité buccale ne sont protégés. Ils subissent une agression sévère.
La principale cause de reflux, c'est une dysfonction du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est vraiment, dans le fond, un muscle qui est au bas de l'œsophage et qui est en général fermé, qui va s'ouvrir lors de la déglutition. Et puis lorsqu'il y a un reflux du contenu gastrique vers l'œsophage, eh bien ce muscle va s'ouvrir et puis permettre le passage, on va dire, spontané du contenu gastrique vers la cavité œsophagienne. Donc en fait, on pense que la majeure partie des causes de reflux est liée à un relâchement, on va dire, intempestif, inapproprié du sphincter inférieur de l'œsophage. Parmi les personnes à risque, on trouve les obèses et les femmes enceintes à cause de la pression exercée sur leur abdomen. Il y a aussi ceux qui souffrent d'une hernie de l'estomac ou hernie hiatale. L'estomac remonte à travers le diaphragme, empêchant le sphincter de fonctionner correctement. Les agressions répétées de l'acide gastrique sur l'œsophage ont des conséquences dramatiques. C'est le fait que les patients ne sont plus capables de manger, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à avaler, parce qu'il y a un rétrécissement dans le fond de la lumière de l'œsophage, ou alors des gens qui viennent ici en urgence avec une impaction alimentaire, c'est-à-dire voilà, une aphagie, on ne peut plus manger, la salive déborde par la bouche et la cavité nasale. La paroi de l'œsophage peut aussi développer des ulcères qui parfois conduisent à une hémorragie digestive. Dans les cas extrêmes, la muqueuse dégénère en cancer de l'œsophage. La médecine est longtemps restée démunie face à ces risques. Tout a changé au début des années 80 avec l'arrivée d'un médicament affublé d'un drôle de nom, l'inhibiteur de la pompe à protons, ou plus simplement l'IPP. Ça marche vraiment de façon très efficace avec un comprimé de 20 ou 40 mg. C'est pratiquement la même chose. On inhibe 85-90% de la production acide de l'estomac. Donc vraiment des médicaments qui ont révolutionné, je dirais, la maladie ulcéreuse et le reflux gastro-œsophagien très certainement. J'ai commencé à en prendre tous les matins. Alors depuis ce moment, je n'ai plus de brûlure d'estomac. J'ai plus besoin de me balader avec des pastilles de ceci ou de cela. Je peux vivre à peu près normalement. Je peux boire un verre de vin blanc, un verre de vin rouge. Vous aviez essayé parfois d'arrêter le médicament? Non, je suis pas masochiste à ce point-là. La paroi de l'estomac contient des cellules chargées de produire l'acide chlorhydrique, un puissant dissolvant qui participe à la digestion. La pompe à protons est constituée d'un canal qui envoie dans l'estomac les protons H+, nécessaires à la formation de l'acide. L'IPP inhibe le travail de la pompe. Le contenu de l'estomac ne peut plus s'acidifier, mais la digestion reste possible grâce à la bile et aux sécrétions du pancréas, déversées plus bas dans l'intestin. L'IPP est un médicament efficace et simple à prendre qu'on a commencé à prescrire à tour de bras. On le donne même à titre préventif, par exemple associé à des traitements qui agressent l'estomac, comme les anti-inflammatoires. Il a été très clairement démontré qu'en association avec les anti-inflammatoires, les IPP réduisaient le risque d'ulcères liés à l'usage des anti-inflammatoires de façon prolongée de moitié. Conséquence logique, une explosion des prescriptions. Plus de 100 millions de doses d'IPP sont vendues chaque année en Suisse. Rien qu'à Genève, leur consommation a augmenté de près de 500% entre 2000 et 2008. Il y a des réflexes qui ont été pris par beaucoup de médecins de dire on donne ceci, on prend des IPP. On donne des anti-inflammatoires, on sait que ça irrite un peu l'estomac, on donne des IPP en même temps, comme ça les patients seront contents. Imaginons une banale chute de vélo. Rien à voir à première vue avec un traitement contre le reflux gastrique. Et pourtant... Ça va, papy? Ça va, aide-moi juste à enlever le vélo. Vas-y. Merci. Monsieur Dupuis est emmené aux urgences. Comme on craint un éclatement de la rate, il est admis aux soins intensifs. Un service où l'on administre systématiquement un IPP pour prévenir ce que l'on appelle l'ulcère de stress. Finalement, Monsieur Dupuis s'en tire avec quelques côtes cassées.
Après 3 jours, il peut quitter les soins intensifs pour une unité de convalescence. Mais comme il prend des anti-inflammatoires qui risquent d'attaquer son estomac, il continue à recevoir en plus un IPP, le Nexium. Bonjour, monsieur Dupuy. Bonjour, monsieur Dupuy. Nous, on se connaît déjà. Oui, on se connaît déjà. Est-ce que c'est envisageable d'arrêter les anti-inflammatoires très vite et aussi le Nexium? Le Nexium, ça serait plutôt quand on aura enlevé les anti-inflammatoires qui sont pour les douleurs de côte. D'accord. 15 jours plus tard, monsieur Dupuy peut rentrer à la maison. Il arrête les anti-inflammatoires et l'inhibiteur de la pompe à protons qui va avec. Mais après une semaine, de curieux symptômes apparaissent. Monsieur Dupuy est victime de reflux gastrique. Les IPP sont connus pour provoquer ce que l'on appelle un effet rebond. Quand on arrête le traitement, les symptômes réapparaissent, souvent encore plus forts. Et cela arrive même à des patients qui n'avaient aucun problème de reflux auparavant. C'est un peu comme si vous appuyez sur le frein et les gaz en même temps, puis quand vous lâchez le frein, quand vous arrêtez l'inhibiteur de la pompe à protons, eh ben vous vous retrouvez avec un excès de sécrétion acide. Donc des phénomènes de rebond quand on lâche le frein, quand on arrête le médicament d'un coup. C'est absolument magnifique, un médicament où vous êtes obligé de le continuer une fois que vous avez commencé. Pour l'industrie qui le fabrique, c'est le rêve. En administrant des IPP à tout va, on risque de rendre les patients véritablement accros. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît madame, j'aimerais ceci. Oui, volontiers. Pardon. Les hôpitaux, grands prescripteurs d'IPP, commencent à prendre conscience du problème. Quand on examine de près la quantité, le volume d'IPP prescrit dans cet hôpital, on est parfois effrayé par les nombres. On est proche de 500 000 comprimés administrés par an. « 60% des prescriptions n'étaient pas en harmonie avec ce qui était autorisé. En clair, on avait 60% de prescriptions qui n'étaient pas légitimées lorsqu'on examinait la quantité d'IPP prescrite. Les médecins doivent revoir leurs réflexes de prescription. Quant aux malades qui reçoivent tout de même un IPP, les spécialistes cherchent la meilleure méthode pour les sevrer rapidement. La chose la plus importante à discuter avec le patient, c'est de faire avec lui un calendrier pour parvenir à une diminution progressive des doses en expliquant pourquoi, quel est le but poursuivi et quelle est l'importance de cette diminution graduelle pour parvenir à gérer les symptômes. Bref, il faut cesser de prendre les IPP pour des pilules inoffensives qu'on avalerait comme des bonbons. Outre le danger d'accoutumance, ils peuvent provoquer de nombreux effets secondaires. Catherine Stoffel a dû changer plusieurs fois de molécules pour y échapper. Le résultat, je vais dire, de bien-être au niveau de l'estomac était parfait, mais 48 heures plus tard, j'ai eu des migraines épouvantables. C'est la vraie migraine avec... on peut plus tenir les yeux ouverts, les pulsations au niveau de la boîte crânienne. Enfin, c'est vraiment, on n'est vraiment pas bien. Mais il y a plus grave. On commence à découvrir toute une série d'effets à long terme. Par exemple, une augmentation préoccupante des fractures osseuses. On s'est rendu compte que les IPP allaient interférer par exemple avec l'absorption du calcium, qui est utile pour la bonne formation de l'os. Et certaines études ont montré qu'à consommation continue pendant 2 ans, la fréquence dans le fond en fait, de la fracture de hanche, par exemple une vertèbre, augmentait de 40%, ce qui est quand même pas négligeable. Depuis à peu près 2 ou 3 ans, on a mis en évidence quelque chose de beaucoup plus embêtant, c'est de montrer que les IPP interfèrent sur les cellules qui fabriquent l'os, sur les ostéoblastes et les ostéoclastes. C'est-à-dire, c'est pas seulement la matière première de l'os qui serait impliquée dans les prises d'IPP, mais également les cellules qui fabriquent de l'os. Autre effet constaté, une augmentation des infections gastriques et respiratoires. Car l'acidité de l'estomac sert aussi à nous protéger contre les bactéries contenues dans ce que nous avalons.
En neutralisant cette barrière acide, les IPP permettent aux bactéries de proliférer. Imaginez que vous prenez deux populations, une population sous IPP, une population sans IPP, vous envoyez dans des pays touristiques, eh bien une bonne fraction des gens qui sont sous IPP vont malheureusement faire des choses assez simples, tourista, c'est-à-dire une gastro-entérite banale, mais il y a des gens qui vont faire des gastro-entérites beaucoup plus sévères ou être colonisés par des germes qui peuvent potentiellement en fait, prétériter leur qualité de vie, même leur vie. Ces bactéries peuvent aussi remonter dans l'œsophage et même infecter les bronches. La prise chronique d'IPP devrait donc être bannie. Malheureusement, les solutions alternatives font défaut. Par exemple, pour les gens souffrant d'une hernie de l'estomac. On a envie de dire, on va opérer, comme ça il n'y aura plus besoin de prendre des IPP. Hélas, non. Quelques années après, on réalise que les patients sont toujours contents d'avoir été opérés du point de vue de leurs symptômes, mais que un peu moins de la moitié d'entre eux sont de nouveau sous IPP. C'est-à-dire, on les a opérés, on leur a donné du confort, mais on n'a pas réussi à les débarrasser de la prise chronique d'IPP. L'industrie pharmaceutique, elle, ne semble pas disposée à remettre en cause un médicament dont le chiffre d'affaires annuel se compte en milliards. Suite à notre demande d'interview, AstraZeneca, le principal fabricant d'IPP du marché suisse, n'a pas souhaité entrer en matière. Merci pour votre demande. Nous ne sommes pas intéressés à vous accorder une interview. Meilleures salutations. L'industrie pharmaceutique a une part de responsabilité dans cette énorme prescription des IPP pour avoir tenu le message de « on a un médicament très efficace, absolument non dangereux ». On a quand même un petit peu l'impression d'être devant l'espèce de dialogue de sourds qu'il y avait à l'époque de la lutte contre le tabac, où vous aviez des articles qui disaient le tabac c'est nocif, et vous aviez en même temps des articles qui disaient mais non, le tabac c'est pas nocif, c'est la façon de faire l'étude qui donne ces résultats. On est devant le même type de contradiction. Les inhibiteurs de la pompe à protons font partie des 5 classes de médicaments les plus vendus au monde. Ce n'est pas étonnant puisqu'on en devient dépendant. Mais surtout, les fabricants ont poussé avec force les médecins à prescrire. Ils les ont bombardés de publicités, insistant sur les vertus et la sécurité de leurs produits. Ils ont su habilement faire parler des IPP, si bien que les patients eux-mêmes les réclament lors des consultations. Comme si elles n'avaient rien appris de l'histoire, des déboires passés, les entreprises pharmaceutiques prennent le risque d'un nouveau scandale dans cette affaire. Les IPP sont vraiment utiles contre les reflux gastriques sévères, mais ça ne fait pas assez de monde, ça ne suffit pas à satisfaire l'appétit des pharmas qui cherchent à tout prix à élargir la clientèle, y compris en s'attaquant au marché pédiatrique et donc aux enfants. Ah oui, il n'y a même papa qui est resté un petit coup encore. Ouais, t'as bien dit? Tu voudrais boire quelque chose? Alors ça s'est manifesté environ vers 3 semaines de vie. Un bébé pas du tout paisible, qui se réveillait en hurlant, les yeux écarquillés. Enfin, on voyait qu'il avait mal et qu'il souffrait. Puis bon, en 3 semaines, on se dit c'est les coliques, on va chez le pédiatre, mais il a une bonne prise de poids. Donc on s'inquiète pas, ça va passer madame. Et puis on attend. Tu te rappelles? Mais la situation ne fait qu'empirer. Les parents se décident à emmener Kéo aux urgences. Il a une inflammation sévère de l'œsophage. On lui prescrit d'emblée un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons. Est-ce que ce traitement a été efficace? Alors, pas du tout. On s'est dit, voilà, on a enfin quelque chose pour le soulager. Et puis, non, alors rien à faire. Bon, on a essayé le pédiatre nous a dit, vous essayez sur une dizaine de jours, puis vous verrez si ça fait effet ou pas. Et puis, en l'occurrence, ça n'a pas fait effet. C'est que la cause du reflux est tout autre. Kéo souffre d'une intolérance au lactose. Ses parents finiront par le découvrir après des mois de déboires et de tâtonnements. En prescrivant d'office un IPP, on n'a fait que perdre du temps. Je crois que petit à petit, on a banalisé leur utilisation. On s'est dit, un bébé qui pleure, ça vaut toujours la peine d'essayer un IPP, même si les symptômes ne sont pas tout à fait là. Et puis, en fin de compte, de plus en plus aussi, plutôt que faire un examen complémentaire chez un spécialiste, etc., on va directement essayer un traitement d'épreuve. Et donc, il y a énormément de patients maintenant qui sont sous IPP.
Avec la naissance du cadet, Hayden, le cauchemar de la famille recommence. Il souffre de régurgitation encore plus sévère que son frère. Alors un jour, le pédiatre m'a dit, écoutez, vous les comptez pour que je puisse un peu me rendre compte. À la fin de la journée, j'en compte une centaine. Donc c'est des grosses flaques, hein, c'est énorme. C'est des habits trempés, des bodys dans la machine à laver, ça tourne tout le temps tellement il y a de choses à laver. Moi-même, je vais me changer 5-6 fois par jour. Il y a un certain isolement social qui se fait. On sort pas trop de chez soi, ou en tout cas pas trop dans les lieux publics, parce que ce soit dans des magasins ou chez une amie, ça peut tacher les canapés, des flaques par terre dans le magasin. Enfin, il faut être super équipé pour pouvoir gérer ce genre de situation. C'est vrai que j'avais mes piles de pâtes par jour, et puis par heure, je sais pas, il devait en régurgiter peut-être une vingtaine de fois. Hayden commence un traitement à l'IPP, qui cette fois se révèle justifié. Ses régurgitations diminuent, sans toutefois disparaître complètement. Il faut surveiller constamment son régime. On regarde les aliments qui sont acides, ceux qui sont alcalins, classés plutôt dans les acides ou dans les alcalins, pour faire un régime alimentaire pour Hayden, afin que son taux d'acidité dans le corps soit pas trop élevé. Typiquement, si il mange du poulet, je vais peut-être essayer de mettre du brocoli avec, pour réguler le taux de pH. Ouais, c'est la guitare. Pour partager son expérience, Laura a créé un groupe d'échange sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a des mamans qui auraient besoin un petit peu de soutien que nous, on n'aurait pas forcément trouvé à ce moment-là. On se prétend pas du tout médecin, c'est pas du tout le but, mais des petits conseils qu'on n'a pas forcément, puis que d'autres mamans ont expérimenté, puis des fois ça suffit. Échanger entre parents, c'est un bon moyen de soulager une pression qui peut devenir insoutenable. C'est sûr qu'un enfant qui se réveille 4-5 fois par nuit, le manque de sommeil, etc., c'est très épuisant. Vous voyez arriver des parents épuisés qui vous disent « j'en peux plus ». Absolument. On voit des parents épuisés, parfois d'ailleurs qu'on hospitalise pour que tout le monde se tranquillise, pour que tout le monde puisse avoir une fois une bonne nuit. Oui. Les problèmes de reflux concernent 80% des très jeunes enfants. Ils sont le plus souvent modérés et disparaissent spontanément vers l'âge d'1 année. À cause de leur non-maturité, c'est la même chose à l'intérieur, ils ne savent pas marcher, à l'intérieur non plus, l'intestin doit apprendre à avoir les bons mouvements et bien se coordonner, et donc ça remonte pas particulièrement facilement, ça remonte dans la bouche, mais enfin il n'a pas l'air d'être inconfortable ni rien. En cas de reflux sévère, l'IPP peut s'avérer indispensable, mais il constitue trop souvent une solution de facilité. Nous avons contacté 80 pédiatres dans tous les cantons romans. Notre enquête révèle que 30% d'entre eux commencent par prescrire systématiquement un IPP. Or, il existe des examens, certes pas toujours agréables, mais qui permettent un diagnostic plus précis. La maman d'Elias, 5 ans, a découvert les reflux de son fils un peu par hasard. Je l'ai vu dans la cuisine en train de mâcher quelque chose et on n'était pas en train de manger. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait et puis il m'a dit que c'était la nourriture du repas d'avant. Et il m'a montré en fait, je pensais que c'était du maïs. Et j'ai trouvé ça bizarre et là je lui ai posé la question, mais est-ce que tu fais ça tout le temps? Il me dit, mais oui, ça m'arrive tout le temps. Ça va être juste une radio, juste pour voir si la sonde est bien mise. Tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? On va mettre un petit tuyau dans le nez. Ça fait pas mal, ça chatouille, puis des fois ça fait atchoumer. Hein? T'es d'accord? On fait ça? Alors, je vais te montrer. Divers examens ont déjà permis d'éliminer l'hypothèse d'un problème infectieux ou d'une hernie de l'estomac. C'est le petit tuyau. On pose une sonde à Elias, une technique invasive, mais qui permettra peut-être d'éviter des médicaments inutiles. Il s'agit de mesurer le degré d'acidité du reflux. Et maintenant, tu dois avaler. Regarde.
Vas-y, tu prends la paille. Aval, aval. S'il est très acide, ça pourrait abîmer un peu son œsophage. Déjà fini. T'es un champion. Ça pourrait aussi avoir une action sur ses dents. Et puis c'est désagréable d'avoir cette sensation acide, même s'il se plaint pas. On va faire la photo. Bravo, hein. On voit assez souvent ça chez les enfants qui ont des reflux depuis tout petit, où en fin de compte, ils n'ont pas connu autre chose et donc ils se plaignent pas parce que d'avoir quelque chose qui remonte, que des fois ça brûle, etc., pour eux, c'est la norme de tous les jours. Ça n'exclut pas le fait qu'ils puissent avoir des douleurs. Ça n'exclut pas le fait qu'ils puissent avoir des douleurs, exactement. Et ça n'exclut surtout pas le fait qu'ils puissent avoir des conséquences de ce qui se passe. La sonde est introduite jusque dans l'œsophage. Elle est munie de 2 capteurs afin de vérifier jusqu'à quelle hauteur remonte le contenu gastrique. Elle me paraît absolument parfaite. Les capteurs sont reliés à un boîtier qui enregistre leurs données en continu pendant 24 heures. Si les reflux ne sont pas trop acides, Elias pourra se passer d'un IPP. Trop d'enfants reçoivent ce médicament d'office. Pire, leur banalisation conduit à des prescriptions prolongées sans aucune justification. Je vois arriver des patients où un ORL a prescrit un traitement il y a 1 année et demie en arrière parce qu'il avait un reflux, il n'a jamais eu de contrôle et puis il reste sous ce traitement. Est-ce que ça vous arrive de sevrer des patients que vous recevez? Très souvent, j'essaye. Et puis si on n'arrive pas à sevrer, d'au moins donner la dose minimale, donc de titrer comme on dit, pour donner le moins de médication nécessaire si celle-ci reste nécessaire. Car un IPP pris à long terme représente chez l'enfant des risques encore plus grands que chez l'adulte. Par exemple, celui d'une dangereuse prolifération bactérienne dans l'estomac. Et on parle d'infections qui peuvent avoir des conséquences graves. Absolument, absolument. Donc les bactéries dont je vous parle dans le tube digestif, en particulier chez les enfants, peuvent être évidemment très délétères. La même chose dans les voies respiratoires, mener à des pneumonies graves dans des contextes bien particuliers. Plus préoccupant encore, les effets délétères sur les cellules qui produisent les os. Nous avons une population d'enfants qui est en train de fabriquer son squelette. Un enfant fabrique son squelette, fabrique sa masse osseuse de 0 à 20 ans. Et si nous lui donnons à long terme des médicaments qui interfèrent avec la fabrication de son squelette, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, personne n'en sait rien. Le petit Elias du reportage n'a pas subi en vain la pose de sa sonde. L'examen a révélé que ses reflux n'étaient pas extrêmement acides. Un IPP aurait donc été inutile dans son cas. S'il en avait pris, il n'aurait eu que les risques sans les bénéfices. Or, les pédiatres les prescrivent souvent d'emblée, encore aujourd'hui, alors qu'il faudrait les réserver à ceux qui en ont réellement besoin. L'information a toujours du mal à contrecarrer des années de marketing agressif sur les vertus et la sécurité d'un produit. À ce propos, les résultats complets de notre enquête auprès des pédiatres sur leurs pratiques ainsi que des publications scientifiques sont à disposition sur rts.ch/santé.